j'espère que vous allez bien. Je suis en présence de Ferdinand. Bonjour Ferdinand. Bonjour Grégoire. Du Champagne Bonville. Est-ce que tu peux te présenter? Tout à fait, ouais. Bonjour Grégoire, merci de me donner l'occasion de me présenter et de présenter notre domaine. Donc, je m'appelle Ferdinand Ruel, je travaille avec ma belle famille au Champagne Franck Bonville à Avise. Champagne Franck Bonville, on a une exploite de 15 hectares dans la Côte des Blancs, et donc ces lieux sont situés à Avise. On exploite 15 hectares de chardonnay, donc on a une gamme de blanc spécifiquement, et ces 15 hectares sont localisés pour 9 hectares sur le village d'Avise où nous sommes, 4 hectares et demi sur le village d'Auger, donc qui est le village juste 2 km au sud, et puis un peu plus d'1 hectare sur le village du Ménil-sur-Auger, encore quelques kilomètres au sud. Donc vraiment un vignoble de 15 hectares en chardonnay, très très concentré sur cette partie de la Côte des Blancs. Et la Côte des Blancs, ça représente, c'est où exactement par rapport à Reims? Donc en fait, la Côte des Blancs, c'est une des sous-régions de la Champagne, donc ça se situe dans la Marne. Donc on a Reims qui est plutôt au nord de la partie de l'appellation Champagne dans la Marne. Ensuite, entre Reims et Épernay, on a un plateau de à peu près 300 mètres de haut qui s'appelle la montagne de Reims. Tout autour de la montagne de Reims, on va avoir des vignes qui sont principalement majoritairement des pinots noirs. Et ensuite, on va trouver Épernay au sud de la montagne de Reims. Et au sud-est d'Épernay, on a une petite côte, une cuesta crayeuse qui s'appelle la Côte des Blancs, donc qui fait à peu près 15 km de long du nord au sud, donc de Cuy, Chouilly jusqu'à Vertus en gros. Et donc voilà, c'est sur ce coteau-là, crayeux, que pousse quasi exclusivement du chardonnay. Donc je crois que la Côte des Blancs, ça doit être 97% de chardonnay. Et pour donner un ordre de grandeur, la Côte des Blancs, c'est à peu près 3000 hectares sur les 33 000 de la Champagne. Donc c'est à peu près 10% de la Champagne. Oui, et tu avais dit aussi que c'est un sol crayeux. Et on peut voir aussi justement les différents, pour mettre le vin, quels sont les différents aspects que ce sol a Tout à fait, ouais. Le chardonnay et la craie, ça marche plutôt bien. Donc la craie, elle va apporter un certain nombre de minéraux à la vigne, et puis aussi elle va apporter un apport constant en eau. La craie, c'est un peu comme une grosse éponge, c'est souvent l'image qu'on donne. Et donc même pendant les périodes de sécheresse, pour autant qu'on ait eu pendant l'hiver ou pendant les mois d'avant des pluies suffisantes, la craie va permettre de stocker cette eau, donc ça c'est intéressant pour les vins. Et puis ensuite, souvent les chardonnays sur la craie, ça donne des vins avec des finales assez sapides, assez salines, donc des profils de vins plutôt frais et plutôt élégants. Donc c'est pour ça que l'association Côte des Blancs, Chardonnay et Craie est assez reconnue dans le monde du vin et du champagne. Est-ce que tu pourrais nous parler brièvement de tes vins, ouais. nous les présenter aussi? Bien sûr, ouais. On a donc à 15 hectares, on produit à peu près 140 000 bouteilles, et donc que du chardonnay, donc que du blanc de blanc, donc blanc de blanc, ça veut dire vin blanc de raisin blanc. Et on a aujourd'hui... oui, parce qu'il y a différentes appellations, il y a blanc de blanc, et blanc de noir, voilà. En fait, le champagne, c'est un vin blanc, mais qui peut être fait à partir de raisin blanc, c'est le cas avec le chardonnay par exemple, ou qui peut être fait à partir de raisin noir, c'est le cas par exemple pour le pinot noir ou le pinot meunier, où ce sont des raisins rouges, enfin noirs, mais le jus est blanc. Donc pour autant, si on ne laisse pas macérer le jus dans la peau, on ne va pas avoir de coloration. Et donc c'est pour ça que quand on fait un champagne à partir de pinot noir, on peut appeler ça un blanc de noir, donc c'est un vin blanc issu de raisin noir. Donc nous, uniquement des chardonnays, uniquement des blancs de blanc, et donc on a une gamme de blanc qui va s'articuler autour d'assemblages, comme souvent en Champagne. Donc en Champagne, on est autorisé à mélanger des vins issus de différentes vendanges. Donc chaque année, on va garder une proportion de vin, soit dans des fûts comme ceci, dans des demi-muits, soit dans des cuves pendant une année supplémentaire, ou 2 ou 3, et par la suite, on viendra les assembler avec des vins de l'année. Par exemple, cette année, on vient de rentrer la vendange 2023. Il y a une partie des vins issus de la vendange 2023 qu'on va mettre en bouteille, et on va compléter avec des vins de réserve issus des années précédentes. Alors, on a 2 cuvées qui fonctionnent sur ce principe de l'assemblage, donc qui est très très répandu en Champagne. Il y a une cuvée qui s'appelle Brut, qui est un assemblage assez jeune, qui fait 2 années à peu près de vieillissement en cave, et une cuvée qui s'appelle Unisson, qu'on peut
découvrir tout de suite, et qui fait 4 à 5 années de cave en fonction des millésimes. Donc là, l'idée de cette cuvée, Unisson, c'est un assemblage de vins du village d'Avise et d'Auger, donc le village quelques kilomètres au sud. L'objectif, c'est d'être à la frontière entre les arômes les arômes plutôt jeunes du chardonnay. On va avoir des vins assez frais, plutôt floraux, des fleurs blanches, les agrumes, parfois la pomme. Et puis le chardonnay, quand il va évoluer sur les lits de la seconde fermentation en bouteille, il va développer des arômes un petit peu plus généreux, plus pâtissiers, parfois plus beurrés, crémeux. Et donc là, on essaie d'être un peu à la frontière entre ces deux mondes, de garder la fraîcheur d'un blanc de blanc de la Côte des Blancs sur la jeunesse, mais de commencer à toucher les premières... Le crachoir, très important. Sinon, les journées sont longues si je bois à toutes les dégustations. Donc ça, c'est une bouteille qu'on a dégorgée ce matin. Donc c'est une bouteille qui n'est pas dosée. Traditionnellement, c'est une cuvée qu'on dose entre 4 et 6 grammes. Voilà, souvent, quand on laisse les vins quelques années évoluer sur lit, le vin se développe et se complexifie naturellement, et on n'a pas forcément besoin de beaucoup de dosage parce que le vin est naturellement déjà assez riche. C'est une cuvée qui s'appelle Unisson et qui représente à peu près 25 000 bouteilles. Voilà, on commence à avoir les premiers arômes un tout petit peu évolués. Oui, très intéressant. Donc aujourd'hui, voilà, l'assemblage chez nous, c'est la cuvée brute et la cuvée Unisson. Et la somme des deux, ça représente à peu près 60 000 bouteilles, donc à peu près la moitié un peu plus même, la moitié de notre production. 60 000 bouteilles. Ce qui est plutôt bas en Champagne. Là, il y a combien de bouteilles en tout? 140 000. 140 000. Ce qui est plutôt bas en Champagne, ouais, souvent, je crois que le ratio sur l'appellation entière, ça doit être pas loin de 80% de brut sans année. On appelle ça les bruts sans année, les assemblages, parce qu'ils n'ont pas d'année, c'est un assemblage de millésime. Là, c'est une base 2018. Donc, c'est-à-dire que la majorité des vins sont de 2018. D'accord. Et il y a des vins de réserve des années précédentes. Des années précédentes, d'accord. Et de combien d'années précédentes? Alors, ça dépend un peu de... on n'a pas théorisé vraiment la façon dont on travaille. Chaque année, on goûte les vins de réserve. Si on trouve qu'ils commencent à évoluer un peu, on va se dire qu'on va les utiliser, parce que si on continue à les garder plus longtemps, ils vont peut-être devenir trop lourds ou s'épuiser un peu, devenir un peu plats. Si on sent qu'ils ont encore une belle acidité, un beau potentiel, on peut se dire qu'on peut encore essayer de les patiner un an. Donc voilà, c'est variable, et on les garde dans des barriques, dans des cuves, et aussi on a deux grandes cuves enterrées de 350 hectos chacune. Et donc chaque année, on va venir ponctionner une partie de ce vin-là, et puis re-remplir cette cuve avec le vin de l'année. Donc c'est pas un système de Solera théorisé, mais dans cette cuve-là, il y a un peu de vin de pas mal de vendanges finalement. Puisque... Le système de Solera, c'est un système qui est un système justement sur les xérès. Exactement, où il y a vraiment une théorie, dans le sens où chaque année on fait sortir et rentrer des quantités précises de vin de la Solera. Nous, c'est pas comme ça, c'est plus à la dégustation, et en fonction de la sensibilité qu'on a avec les vins de réserve, qu'on décide une année d'en utiliser plus, une année d'en utiliser moins, et donc de renouveler plus ou moins la base de vins de réserve. Oui. Et traditionnellement, on utilise à peu près entre 50 et 70% de vins de l'année. Donc là, 50 à 70% de 2018, je crois qu'en 2018 c'est 60%. D'accord, oui. Et ensuite, le complément en vin de réserve. Ça dépend aussi du profil de vin de l'année, et sur des années très très solaires, déjà assez généreuses, on va pas forcément aller chercher trop de complexité dans les vins de réserve pour pas alourdir les vins. Sur des années plus fraîches, avec des vins de l'année un peu plus tendus, on peut être amené à aller chercher plus de vins de réserve pour apporter un peu plus de corps et de complexité. C'est vraiment à la dégustation et aux assemblages qu'on voit ça, il n'y a pas vraiment de théorie. D'accord, oui. On fait un peu au feeling.
On peut goûter une seconde cuvée qui s'appelle Pur Auger. Donc c'est un millésime 2016 et c'est pas une cuvée parcellaire au sens strict du terme, c'est une sélection de parcelles. En Champagne, enfin en tout cas sur notre vignoble, on a un vignoble qui est très morcelé, donc on a beaucoup de petites parcelles et donc les petites parcelles ne permettent pas de remplir un pressoir. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a choisi nous de sélectionner des parcelles. Donc à Auger, c'est dans les localités qui s'appellent les Rumilly et les Noyros principalement. Et on a sélectionné des parcelles qui pour nous sont représentatives du terroir d'Auger et du style de vin qu'on peut faire à Auger. Donc ça c'est des cuvées de... Moi j'appelle ça des monocrus. Particularité de ces cuvées, c'est que on a choisi de les tirer liège et agrafe. Donc quand on met les vins en bouteille au printemps, on a le choix entre deux systèmes de vieillissement sur latte, donc pour la deuxième fermentation. Soit on va utiliser ce qui est le cas pour la majorité de nos tirages et puis la majorité des bouteilles en Champagne, une capsule métallique donc qui ressemble un peu à une capsule de bière et puis un bidule. Ou alors on peut utiliser ce qui était la méthode utilisée avant les capsules, un bouchon de liège et une agrafe qui va le maintenir. Donc on appelle ça tirage liège en Champagne. Et donc voilà, il y a quelques différences sur les dynamiques d'évolution. C'est Ruinart qui a financé pas mal d'études là-dessus pour comprendre un peu comprendre scientifiquement les différences entre les méthodes de vieillissement sur latte. Grosso modo, on peut retenir que pour les élevages assez longs, le liège permet d'avoir des élevages assez élégants, des évolutions assez élégantes et lentes. Et aussi le liège donne une touche en bouche un peu plus douce, un peu plus soyeuse. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a choisi sur ces cuvées-là de l'utiliser. Là, on a des vins qui sont déjà un peu plus riches, un peu plus complexes. Il y a un double effet, il y a l'effet Auger. Auger, c'est un cru qui est juste à côté d'Avise, mais qui est situé un peu dans une cuvette. Donc avec le temps, il y a pas mal de sol qui a été amené sur la craie. Donc la craie est un peu plus profonde qu'Avise. Ça peut être une des raisons pour lesquelles on a une sensation un peu plus généreuse. Là où à Avise, on va parfois avoir des profils un peu plus directs, un peu plus justement sur les côtés floraux du chardonnay. À Auger, souvent, on a un peu plus de générosité. Alors, c'est pas forcément dû que à cet effet purement terroir. Il y a aussi parfois d'autres choix qui influencent ça, parce que les anciens, quand ils ont planté dans les années 50, ils n'ont pas forcément mis toujours les mêmes porte-greffes. Donc, il y a tout un tas de facteurs qui influent sur le style du vin. En tout cas, il y a des différences de terroir entre Avise et Auger, et ça participe sûrement. Voilà, donc Auger, c'est toujours des vins un petit peu plus généreux. Oui, on le sent déjà plus gras, plus Donc voilà, l'idée c'était de vous présenter un assemblage à millésime et puis deux méthodes de tirage pour vous montrer un peu ce qu'on... excellent, merci beaucoup pour ça. J'avais une question aussi, vraiment, qu'est-ce qui te fait vibrer dans ton métier actuellement? C'est un métier assez polymorphe, on a beaucoup de métiers en un métier. Moi je viens pas du monde du vin, donc j'ai commencé à travailler avec mon beau-père il y a maintenant 4 ans. Je suis rentré par le côté plutôt commercial, donc je me suis occupé de gérer la distribution de marques. Et petit à petit, aujourd'hui, j'essaie de me former et d'apprendre à travailler nos vins et le style de vin de la maison. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois un rapport très très important avec la culture de la vigne et le vin, donc c'est des métiers très, très concrets. Et en même temps, le champagne, c'est un produit qui nous permet de toucher des sphères et commerciales, intellectuelles, culturelles très différentes, parce que c'est vraiment une appellation qui
est vastement distribué. Et donc voilà, ça permet de rencontrer des profils de gens très différents. Et donc c'est plutôt enrichissant. C'est vrai qu'on a cette chance que le champagne est souvent valorisé à peu près dans tous les milieux socioculturels. Donc ça permet d'avoir une diversité de rencontres. Et aujourd'hui, la Champagne se porte plutôt bien. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi, les moyens d'investir dans des nouveaux modes de culture, dans des essais, dans du nouveau matériel, de faire différents types de cuvées. Ça, c'est assez intéressant parce que du coup, on sent que le champ des possibles, il est pas infini, mais en tout cas, on a la possibilité de faire des essais, on a la possibilité de se tromper parfois. Et donc, voilà, c'est un peu le mix de tout ça. Donc, je dirais, pour résumer, je dirais que, voilà, que la diversité des métiers et puis la richesse que nous offre et la matière première et l'appellation Champagne, c'est assez. Et dernière question, Ferdinand, c'est quoi ta saison préférée dans la vigne? Alors c'est une question difficile parce que chaque saison a plutôt son charme en Champagne, et puis on a vraiment un rythme de travail qui revient chaque année en fonction des saisons. Il y a donc on alterne les travails à la vigne, les activités plus commerciales de vente et les activités en cave en fonction des saisons. Moi je trouve qu'il y a forcément le vignoble est beau au printemps parce que les couleurs sont belles. La vigne est verte et la Champagne est belle. Aujourd'hui, la plupart des vignerons n'utilisent plus de désherbants. La Champagne est verte, elle est belle. Je trouve qu'il y a dans l'hiver et la vigne nue, ça peut paraître un peu triste à première vue, mais je trouve qu'il y a une sobriété, une espèce de pureté là-dedans aussi. Donc j'aurais un peu de mal à choisir, mais quand même, je pense qu'un matin d'hiver ensoleillé en Champagne, c'est calme, c'est assez épuré, et je pense que si je devais choisir un instant, c'est celui-là que je choisirais. D'accord. Merci beaucoup Ferdinand, et surtout n'hésitez pas, le Champagne Bonville, avec modération, mais merci beaucoup. Merci Grégoire.